de ce journal. Bienvenue. Le Covid-19 d'abord avec les cas importés qui reviennent. 2 dans le bilan de ces dernières 24 heures. 13 cas communautaires et 66 cas contacts. Au total, 81 cas positifs ont été enregistrés sur les 1236 tests réalisés. Là-dessus, le docteur Marie-Khémesse Ngomdiaye, directrice de la santé. Sur 1236 tests réalisés, 81 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 6,5%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 66 contacts suivis par nos services, 2 cas importés, 13 cas issus de la transmission communautaire et répartis entre Liberté 6-1, Golfe Sud 1, Kermassar 1, Mariste 1, Anne 1, Parcelles Assainies 1, Malika 2, Ouakam 1, Yeumbeul 1 et tous à Dakar. Touba 3. 52 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 20 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 3429 cas ont été déclarés positifs, dont 1738 guéris, 41 décès et donc 1649 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention collective et individuelle. Le docteur Marie-Khémesse Ngomdiaye, directrice de la santé, il est midi 4 minutes. C'est le dernier week-end avant la reprise des cours pour les élèves en classe d'examen. Eh bien, les parents sont partagés. Certains continuent de sensibiliser leurs enfants concernés par cette reprise des cours sur les précautions à prendre pour se mettre à l'abri du virus. Un reportage signé Anna Rocha. Plus que 4 jours avant la reprise des cours pour les élèves en classe d'examen. Pas de stress chez la famille Sissoko de Guédiawaye. Pour Abdoulaye Sissoko, père d'une élève en classe de terminale, il n'est surtout pas question d'une année blanche. Psychologiquement, on est plus ou moins prêt, parce que vous savez, même si tu ne sors pas de chez toi et que tu dois mourir, tu vas mourir. On lui a acheté un petit flacon de gel. Elle a son masque personnellement. Il n'y a que ça. On l'a conseillé de rester sur ses gardes. L'état psychologique est tout autre dans la famille Badji. Cette reprise des cours a suscité une véritable inquiétude chez le papa. Nous avons donc une fille qui fait la 3e. Évidemment, oui, nous sommes inquiets vu l'évolution de la maladie dans le pays. Évidemment, nous n'avons pas le choix. Donc, ce que nous pouvons faire, c'est justement lui demander de faire très attention, qu'elle mette son masque et qu'elle aura du gel hydroalcoolique. On va accentuer la surveillance. Le fait est que, dès le départ, Samba Badji n'était pas d'accord avec la décision du gouvernement sénégalais. Je pense que l'ouverture des classes telle qu'elle est en train de se faire n'est pas une bonne idée. J'ai l'impression que les autorités veulent coûte que coûte sauver l'année scolaire, ne serait-ce que pour les élèves qui ont des examens à faire. Mais de la façon dont cela se passe, on a l'impression que tout est en train d'être escamoté. À contre-cœur, beaucoup de parents d'élèves vont laisser leurs enfants regagner les salles de classe et ils s'accrochent aux conseils donnés pour espérer que l'enfant ne chope pas le virus à l'école. Anna Rocha, à Malem Odar, dans la région de Kaffrine, les autorités sont en train de tout mettre en œuvre pour protéger élèves et enseignants. Le conseil départemental vient d'acquérir 145 thermoflash qui vont être distribués aux 72 écoles de la zone. Omar Ndiaye, le préfet du département, a profité de la tribune qui lui a été offerte pour demander aux populations de ne pas stigmatiser les enseignants, de même que les élèves qui viendront des autres localités affectées par le coronavirus. Le département de Malem Hodar au pied d'œuvre pour la reprise des cours ce 2 juin après 3 mois de fermeture des écoles à cause du coronavirus. C'est pourquoi le conseil départemental a décidé d'apporter son soutien en matériel. Cheikh Ndiaye, président du conseil départemental. Il s'agit de 2000 masques de gel hydroalcoolique, du savon, des mouchoirs et plus une enveloppe de 50 000 pour pouvoir acheter des produits de désinfection pour pouvoir désinfecter les écoles et 145 thermoflasques. Pour sa part, le préfet demande aux parents de préparer les élèves et de leur prévoir un goûter si possible. Mais il a surtout fait un plaidoyer pour éviter la stigmatisation. Amadou Makhtar Diop. Je voudrais quand même lancer un appel à la population de Malem à éviter toute stigmatisation à l'endroit de nos compatriotes enseignants qui nous viendront des autres régions du Sénégal. Il n'est pas dit que celui qui vient d'une autre région que de Kaffrine vient avec la maladie.
évitons la stigmatisation. On les considère comme des citoyens sénégalais. Actuellement, personne ne fait confiance à personne, c'est vrai. Ça ne doit pas quand même nous pousser à la stigmatisation. Nous leur donnons entière confiance, mais nous demandons aussi aux enseignants qui viendront de respecter le protocole qui est là. Donc, un étranger qui vient ici passe directement d'abord au centre de santé. Grâce au fonds CHIP, le conseil départemental a remis 145 thermoflash d'une valeur de 14 millions à l'IEF en présence du préfet du département. Malek Odar, Omar Ndiaye, RFM. La reprise des cours à Kaolack, les salles de classe n'ont pas encore été désinfectées. Mais l'inspecteur d'académie rassure tout en interpellant les collectivités territoriales. Sous un autre registre, l'autorité annonce la mise en place de comités de veille et d'alerte, comités qui vont porter la sensibilisation dans les écoles et veiller au suivi des mesures édictées dans le cadre de la prévention du Covid-19 dans toute sa circonscription. Siaka Goudiabi, l'IA de Kaolack. Des comités de veille et d'alerte ont été montés dans les différentes structures d'éducation et de formation, écoles, collèges, établissements. Partout dans ces structures d'éducation et de formation, on a mis en place des comités de veille et d'alerte chargés d'assurer la sensibilisation, le partage et le suivi de la mise en œuvre des mesures édictées. Notamment, dans chaque école, on devrait avoir également une salle d'isolement pour les cas suspects, que les cas vraiment suspects. La désinfection également des écoles, elle est partiellement faite, entièrement faite ou en cours, selon donc la localité du département ou bien selon la localité de la région. En tout cas, c'est programmé. Ce sont les maires qui ont acheté les intrants nécessaires à la désinfection des écoles, établissements par le service d'hygiène. En tout cas, le travail est en cours sur le terrain. Je pense que d'ici le week-end, ça sera complètement terminé. Voilà donc la situation au plan administratif. Les enseignants sont en train de revenir. Hier déjà, le 27 mai, j'ai procédé avec l'IEF à l'accueil de quelques bus qui sont venus de Dakar pour Kaolack. Donc les enseignants sont arrivés à bon port, ils sont arrivés dans de bonnes conditions. Voilà, l'inspecteur d'académie de Kaolack, Siaka Bodian. À Kaolack, vous l'avez constaté, les écoles n'ont pas encore été désinfectées. Mais ici à Dakar, la Croix-Rouge sénégalaise est en train donc de procéder à la désinfection de plusieurs établissements scolaires de la ville, dont ceux de l'organisation. C'est en collaboration avec les mairies, bien sûr. Rokhaya Diop Fall, responsable du projet, au micro de Nafissa Toussila. Il faut savoir que la Croix-Rouge est auxiliaire des pouvoirs publics. Donc, quand on a su, dans un communiqué du ministère de l'Éducation, que les écoles vont rouvrir bientôt pour le 2 juin, Inch'Allah, donc nous avons décidé de ne pas attendre et de procéder à la désinfection de l'école élémentaire. Vous savez que la Croix-Rouge possède des écoles élémentaires et des écoles préscolaires. Donc, pour rassurer les parents, nous avons procédé à la désinfection de l'école élémentaire. L'école élémentaire compte 62 enfants qui seront répartis sur 4 classes. Donc, il y aura un dispositif de sécurité, là, des kits lave-mains, des alcoogels, des masques pour rassurer les parents. Mais il faut savoir aussi que ça ne s'arrête pas seulement aux écoles de la Croix-Rouge. Tout récemment, nous avons reçu un don de Eiffage. Donc, les volontaires de la Croix-Rouge sénégalaise, en rapport avec les mairies, vont procéder aussi à l'éviction d'autres établissements au niveau de Dakar. Direction Djembereng. Djembereng, c'est dans le sud du pays, en Casamance. Là-bas, la mairie a débloqué 5 millions de francs CFA pour acheter des kits d'hygiène destinés aux élèves et enseignants de la localité. L'IAD Ziguinchor, qui a réceptionné ce lot d'équipements, a tenu à rassurer les parents d'élèves avant de leur demander de libérer les enfants le 2 juin. Lamine Ba. Le protocole de sécurité sanitaire validé par la Commission nationale pour garantir un environnement propice à l'abri de toute contagion au coronavirus est bien parti pour être respecté dans la commune de Djembereng. La municipalité a fait don d'un équipement de protection aux différentes écoles de la commune en perspective de la reprise des cours le 2 juin prochain. Tombongay, maire de Djembereng. Nous l'avons fait parce que tout simplement, nous avons compris que nous sommes l'État, nous sommes une partie donc de l'État. Le prétexte ne devait pas venir de notre côté pour faire en sorte que la reprise ne soit pas effective. Voilà pourquoi j'ai saisi le conseil municipal pour libérer un montant de 5 millions hors TVA qui nous a permis aujourd'hui de réunir ce matériel-là qui est devant nous. L'inspecteur d'académie de Ziguinchor, Cheikh Faye, qui a réceptionné l'important lot de matériel destiné aux établissements scolaires, parle d'un prétexte suffisant pour rassurer les parents encore réticents à libérer leurs enfants le 2 juin prochain. Tout ce dont nous avons besoin pour assurer une reprise sécurisée des enseignements-apprentissages dans la commune de Djembereng, tout est sur place. Ici, les conditions sont déjà réunies pour une reprise effective le 2. Maintenant, les parents doivent être rassurés, les enseignants doivent être rassurés, les élèves doivent être rassurés qu'il est possible de travailler en toute sécurité
et il n'y a pas de raison pour qu'on en doute. Il nous faut vraiment nous engager résolument vers l'ouverture de la reprise des cours le 2. L'IAR Ziguinchor a exhorté le reste des communes où la mise en place de ces dispositifs tarde à se faire constater, a-t-il pas, pour sécuriser les enfants et les enseignants dans les salles de classe, surtout dans un contexte où on note le développement de nouveaux foyers de contagion depuis quelque temps à Ziguinchor. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. À Tambacounda, on note également un retard concernant les dispositions à prendre pour une bonne reprise des cours. Ça inquiète, mais l'inspecteur d'académie rassure, Moussa Oumar Gueye. Aucun établissement scolaire à Tambacounda n'a encore réceptionné son lot de matériel de protection contre le virus Covid-19 pour la reprise des cours. Babacar Diak, l'inspecteur d'académie de Tambacounda, s'est rendu à l'école d'application de Gouy. Pour de visu, faire le constat, et heureusement, nous nous sommes rendus compte que toutes les dispositions ont été prises dans cet établissement-là. Tout a été bien nettoyé. Le matériel sera mis à disposition avant le 2. Hier, au niveau du ministère, on nous a rassuré que les camions devraient prendre départ aujourd'hui. Donc nous sommes en train d'attendre. Le conseil départemental de Tamba doit nous remettre aussi du matériel aujourd'hui. Toutes les dispositions sont prises, tout sera disponible avant la reprise. Au CM commune et au lycée Mamcheikh Mbaye, les chefs d'établissement ont fini de partager l'emploi du temps et le respect de la distanciation physique dans les salles de classe. Pour rappel, les opérations de désinfection et de nettoiement se poursuivent dans les établissements scolaires. Ceci avec l'appui de l'association des parents d'élèves. Moussa Oumar Gueye, Tambacounda, Radio Futur Média. Midi 14, une courte pause et la suite. RFM, fréquence de modulation 94.0. La radio en puissance. Comme vous le savez, donc, les cours reprennent le 2 juin prochain pour les classes d'examen. À la même date, il est aussi prévu la reprise des visites techniques pour les véhicules. Mais pour respecter le protocole sanitaire, les visites techniques vont se faire sur rendez-vous. Le nombre sera donc limité pour éviter les rassemblements. Là-dessus, le ministre des Transports terrestres, Oumar Youm. En fait, nous sommes en train d'envisager l'ouverture des services de transport au niveau de la direction des transports routiers. Le service public puisse être repris, maintenu sur la base d'un plan de continuité qui a été validé, qu'on va tester aujourd'hui, voir un peu si toutes les conditions sont réunies, si le protocole sanitaire est intégré dans le plan de reprise de ce service public, voir également si toutes les précautions d'usage permettant justement de préserver la santé de nos agents et aussi la santé des usagers. Comment entendez-vous mettre en place ce protocole sanitaire en cette période de Covid-19? Oui, là, ce qui a été convenu, c'est d'abord de prendre les usagers sur rendez-vous, en tenant compte, bien sûr, des capacités d'intervention de nos agents. En principe, pour ce qui concerne le contrôle technique, nous sommes en train de discuter avec le concessionnaire, le bureau Veritas, pour limiter au maximum à 400 visites jour les véhicules. Et avec des modalités d'intervention, de sélection et de mise en œuvre qui sont quand même extrêmement rigoureuses. Oumar Youm, le ministre des Transports terrestres. Sur arrêté du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, les déplacements sont désormais possibles entre départements d'une même région, sauf dans les régions de Thiès et Diourbel. Ce que dénoncent d'ailleurs les chauffeurs de la gare routière de Touba. Ils qualifient de discriminatoire cet arrêté de Alingou Ndiaye. Correspondance Marema Diop. Tout est calme à la gare routière de Touba. Le peu de chauffeurs trouvés sur place sont dans des palabres sans fin. Modouka vient justement de rejoindre le groupe. Il a marché des kilomètres, l'air fatigué. Depuis la fermeture du trafic interrégion, son quotidien se résume ainsi. Je suis là en chômage depuis 2 mois. Partout où je vais, je marche. Ma famille souffre. Je n'ai plus rien pour la dépense quotidienne. Mamoun Sanké, également chauffeur, n'apprécie pas la décision du ministre de l'Intérieur. Nous avons mal. L'État ne fait rien pour les chauffeurs. Nous sommes trop fatigués. Ici, c'est tout bas, mais sinon, nous allons manifester. Le porte-parole du regroupement des chauffeurs de la gare routière de Touba, Aziz Touré, dit être dessus. Il prend la nouvelle comme de la stigmatisation. On peut se
s'organiser de sorte qu'il n'y ait pas de rassemblement, mettre en place un dispositif adéquat. Même des testeurs, si ça s'impose, on peut l'acheter. Mais ce que l'État vient de faire est regrettable et stigmatisant. Pourquoi laisser le trafic dans d'autres régions sauf Touba et Thiès? C'est humiliant. Depuis l'état d'urgence, les chauffeurs de la gare routière de Touba ont toujours respecté les décisions de l'État allant dans le sens de lutter contre la propagation du coronavirus. Mais ils ont du mal à comprendre le dernier arrêté du ministre de l'Intérieur, Marema Diop, Touba. RFM. Fatick est concerné par cet arrêté du ministre de l'Intérieur. Les Fatickois donc peuvent se déplacer d'un département à un autre en respectant, peuvent se déplacer dans le périmètre régional, mais la situation ne se fait pas sentir, en tout cas à la gare routière de Fatick. Ce matin, c'était le calme plat, pas de clients, et les chauffeurs se tournent les pouces. Aminata Goudiaby. La gare routière de Fatick toujours déserte. Seules quelques voitures sont stationnées et les ordures commencent à envahir les lieux. Ladjour Diouf, un enseignant, accompagne sa nièce qui doit se rendre à Niakhar. Ils attendent désespérément une voiture pour les transporter. Il n'y a pas de véhicule. Mais je dis qu'on ne peut pas ouvrir les écoles sans les moyens de transport. J'accompagne ma nièce pour qu'elle puisse rentrer sur Niakhar. Non, depuis ce matin, on est là. On ne peut pas avoir de voiture. C'est général partout. Il n'y a même pas de trafic. On ne peut même pas parler de timidité. Il n'y a même pas de trafic. J'ai des collègues enseignants qui sont venus de Dakar, ils sont à la gouvernance, mais ils ne peuvent même pas rallier leur poste de service. Le transport interdépartemental est autorisé depuis hier, mais à la gare routière de Fatick, les clients viennent au compte-gouttes, ce qui ne fait pas l'affaire des chauffeurs, comme Ibrahima Faye qui a repris le volant ce matin après une longue pause. Il y a presque personne, mais pour avoir des clients, il faut sortir de la gare. Depuis ce matin, la première fois, j'ai 4 clients. Mais le retour, j'ai 3 clients. Pape Amadou Sek est chauffeur de voiture de type 7 places. Il se tourne les pouces lui aussi. La situation, c'est toujours un peu critiquée parce qu'on n'a pas de clients. On est là depuis 6h du matin. Il y a des problèmes qui se posent avec les gares routières. On a beaucoup de problèmes. Actuellement, on n'a pas de clients pour aller pour travailler. Depuis ce matin, on est là. Il n'y a personne. Beaucoup de problèmes. On demande à l'État, vraiment, il nous aide. Parce que nous, on est très fatigués. On n'a pas de quoi à manger actuellement. Seuls les commerçants établis aux alentours de la gare routière ont repris leurs activités correctement. Aminata Goudiaby, Fatick RFM. Si vous êtes accro à la cigarette, bientôt vous n'en trouverez plus dans les boutiques de quartier. RFM est en mesure de vous annoncer que le gouvernement prépare un projet de décret portant réglementation de la vente de la cigarette. Et si le projet passe, seuls des points dédiés sur autorisation des autorités administratives pourront en vendre. Là-dessus, le docteur Omar Ba, c'est lui le coordonnateur du projet national de lutte contre le tabac au ministère de la Santé. Ce qu'il y a, c'est que la loi nationale, donc le code anti-tabac qui a été voté en 2014 et dont les décrets d'application sont arrivés en 2016, prévoit que le tabac sorte des boutiques. C'est-à-dire qu'elle prévoit donc l'ouverture des débits de tabac au niveau des régions, au niveau un peu partout. C'est-à-dire que l'ouverture préalable du débit du tabac est assujettie donc à une autorisation. Donc c'est ce qui permet en fait de sortir les produits du tabac dans les boutiques et que ce soit chez des buralistes. Donc il y a des boutiques ou bien des points de vente exclusivement dédiés à la vente du tabac. Ça permettra donc de sortir le tabac des boutiques, surtout à côté des écoles. Même si la loi prévoit qu'on ne doit pas vendre du tabac à 200 mètres aux alentours des écoles, il n'empêche que le tabac est toujours accessible dans les boutiques. Quand les enfants achètent des produits à manger, ils trouvent le tabac. Donc c'est pour ça que ce décret, le décret a déjà été rédigé, donc il est dans le circuit, donc en attente donc d'être adopté au niveau du gouvernement, et donc il est en cours. Omar Ba, le coordonnateur du projet national de lutte contre le tabac au ministère de la Santé, il répondait aux questions de Mohamed Ali Mouba. Je vous l'annonçais en titre, week-end de Pentecôte. En temps normal, Popenguine commençait déjà à faire le plein, mais le pèlerinage marial de cette année a été annulé à cause, vous le savez, de la pandémie du Covid-19. À l'heure actuelle, la cité religieuse baigne dans une ambiance inhabituelle. Les rues sont désertes, les religieux et les habitants de ce lieu de pèlerinage s'en désolent de ce rendez-vous manqué. Abdourahmane Diallo. Les rues vides, pas de véhicules au parking, il n'y a aucune installation de tente en cette veille de Pentecôte. Nous sommes à Popenguine, au sanctuaire, il n'y a qu'un agent de l'ASP sur les lieux.
L'église est fermée, des religieux nettoient les ruelles, le recteur supervise quelques travaux. Père Bruno. Et nous avons fait l'expérience d'une grande joie. C'est-à-dire qu'au cœur de cette épreuve, la messe célébrée hier sans la multitude des fidèles qu'on voit habituellement a été une source de grande joie, et je pense que sa diffusion lundi apportera également beaucoup de joie aux chrétiens et même aux musulmans qui ont l'habitude d'assister à cet événement. Un groupe de personnes discute à la place publique. L'un d'eux se désole du fait qu'il n'y a pas de pèlerinage marial cette année. Le fait qu'il n'y ait pas eu le pèlerinage marial de Popenguine cette année, c'est vraiment triste. On en profitait pour faire un peu de commerce et gagner un peu d'argent. Mis à part ça, les prières qu'on faisait là-bas, c'était très important, aussi bien pour les catholiques que les musulmans. La municipalité de Popenguine aussi abonde dans le même sens. Mamadou Mansour Thiandoum est le maire. L'année dernière, à cette période, déjà, ça a commencé à bouger. Donc actuellement, c'est calme. Nous l'acceptons. Bon, d'abord parce que c'est une volonté divine. Vous avez vu la Mecque, quelquefois quand vous regardez, vous voyez que c'est assez désolant. RFM Bourg. Abdourahmane Diallo. Oui, cette année donc, Youssouf Bodian, le pèlerinage marial de Popenguine n'aura pas lieu à cause de la pandémie du Covid-19. RFM. L'actualité internationale. Bienvenue Youssouf Bodian. Merci Barthélémy. La Mauritanie d'abord, bloquée à l'étranger. Les Mauritaniens bloqués à l'étranger pourront bientôt rentrer chez eux. Sont également concernés ceux qui sont à la frontière avec le Sénégal. La compagnie aérienne nationale va affréter des vols pour rapatrier ces Mauritaniens. Notre correspondant à Nouakchott, Mohamed Diop. Le vendredi 5 juin prochain est la date annoncée par la compagnie Mauritanian Airlines pour le début de rapatriement des Mauritaniens bloqués à l'étranger. L'opération va d'abord concerner 3 pays, à savoir le Maroc, la Tunisie et l'Espagne. Elle sera ensuite élargie sur 5 autres pays qui sont l'Algérie, les Émirats arabes unis, l'Égypte, le Sénégal et la Turquie. Dans un communiqué de presse dont nous avons obtenu une copie, la compagnie invite ceux qui souhaitent faire des réservations ou qui détenaient déjà un billet retour à se présenter devant ces agences dès le 1er juin. En effet, la Mauritanie avait fermé son espace aérien le 16 mars dernier pour éviter la propagation de la Covid-19. Près de 350 personnes sont infectées par le virus qui a provoqué jusque-là 19 décès selon la direction de la santé publique. Mohamed Diop, Nouakchott, RFM. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé libres de voyager. La Cour pénale internationale a rendu hier les passeports des 2 hommes politiques ivoiriens. L'ancien président et son ministre acquitté l'année dernière peuvent se rendre dans le pays de leur choix, dont la Côte d'Ivoire. Les détails avec Solotiam. Les 2 hommes ne seront plus empêchés de se déplacer en dehors des limites de la municipalité dans laquelle ils résident. Ils n'auront plus à remettre au greffe toutes les pièces d'identité dont ils disposent, en particulier leur passeport. Ils ne devront plus se présenter chaque semaine auprès des autorités de l'état d'accueil ou auprès du greffe. Ils ne devront enfin plus se conformer à toute autre condition imposée par l'état dans lequel ils seront libérés. Les autres conditions restent en vigueur. Concrètement, cela veut dire que Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo sont beaucoup plus libres de leur mouvement qu'ils ne l'étaient auparavant. Les 2 hommes peuvent donc aller vivre dans un des 134 États partis au statut de Rome et donc en Côte d'Ivoire, à condition toutefois que les autorités du pays acceptent de les accueillir. La nouvelle sonne comme une victoire de plus pour les militants du Front populaire ivoirien. Cette nouvelle va secouer le jeu politique ivoirien. À seulement 5 mois à la présidentielle au sein du FPI, les inconditionnels de Gbagbo ont déjà lancé leur campagne d'inscription sur les listes électorales après des années de boycott, mais la justice ivoirienne attend également de pied ferme les 2 hommes politiques pour 2 affaires dans lesquelles ils ont chacun été condamnés, celle dite du braquage de la banque BCAO pour Laurent Gbagbo et une condamnation pour acte de torture, homicide volontaire et viol pour Charles Blé Goudé. Le Maroc, Youssouf Bodian, entame son déconfinement ce vendredi. Et ça démarre avec les cafés-restaurants autorisés à rouvrir. Ce sera progressif puisque des conditions sont imposées aux gérants de ces établissements qui reçoivent d'habitude du monde. Khadim Baye est notre correspondant à Casablanca. Ami a appris la bonne nouvelle, mais la gérante d'un établissement à Rabat n'est pas pour autant soulagée. Ce que je pense, c'est que la situation reste critique pour le moment. Comme qui dit restaurant africain dit les produits viennent du Sénégal et d'autres pays de la Côte d'Ivoire, comme les bananes à loco, la tchéké, parce que tout ce qu'on prépare d'habitude, ça ne vient pas d'ici au Maroc. Donc on aura besoin de ces produits-là, de ces condiments et des épices. Des produits qui se font rares, idem pour la clientèle
comme nous le confirme Pape Sek, restaurateur sénégalais basé à Marrakech. 1, on n'a pas de marchandises. 2, il n'y aura même pas de clients parce que nous, on travaille qu'avec la clientèle européenne. Donc, c'est un peu... Ils ont mis aussi des barrières de normes de sécurité pour les restaurants. Donc, moi, je dirais que ce sera impossible qu'on commence comme ça. Dans un communiqué diffusé jeudi, le ministère du Commerce a émis une condition pour la réouverture des cafés et restaurants. Seuls les services à emporter et la livraison à domicile seront proposés aux clients. Le ministère a par ailleurs appelé ces établissements au respect strict des mesures sanitaires, notamment en ce qui concerne l'hygiène des lieux et la nourriture. Des conditions supplémentaires qui risquent de retarder le retour à la normale dans beaucoup de restaurants du pays. Khadim Baye, Casablanca, Radio Futur Média. C'est à cause de la crise du Covid-19, Youssouf Bodian, le taux de chômage a atteint 13% au Canada. Un taux record jamais atteint dans le pays. La Banque nationale du Canada recommande retour au travail pour éviter une inflation. Notre correspondant au Canada, Mamadou Aïcha Ndiaye. Selon la Banque nationale du Canada, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le Canada n'a jamais été aussi frappé par une crise économique et sociale. Les militaires ont fait un travail remarquable dans les hôpitaux canadiens et les centres d'hébergement de soins de longue durée. Depuis qu'ils ont été appelés en secours dans la lutte contre la pandémie, les militaires ont fait un travail titanique. Des rapports de l'armée ont mis en exergue des failles et plusieurs dysfonctionnements, des dysfonctionnements qui ont abouti à des erreurs humaines qui ont multiplié les morts dans les hôpitaux. Il y a probablement des contaminations, des contagions qui sont dues à des erreurs humaines. Et ça, je pense qu'on doit tirer une leçon tout de suite pour la deuxième vague. Il faut une discipline militaire dans ce genre de situation-là. Du côté économique, le recul du PIB canadien est de 18%. Un taux de chômage de plus de 13% selon la Banque nationale du Canada. D'où l'urgence de revenir au travail après 89 000 cas et 7 000 morts de Covid-19. Mamadou Aïcha-Ndiaye, Montréal, Radio Futur Média. C'est au Canada qu'on arrête notre petit tour du monde, Barthélémy. Merci beaucoup, Youssouf Bodian. Nous restons justement avec les échos de cette pandémie, le coronavirus à travers le monde. Coronews, c'est avec Famadion. Après son apparition il y a environ 5 mois à Wuhan, le bilan du coronavirus dans le monde se situe en cette fin de mois de mai autour de 360 morts pour plus de 5 800 000 cas officiellement recensés. Après avoir vécu plusieurs semaines difficiles avec 175 décès, l'Europe semble désormais sur le bon chemin. Les chiffres de contamination au Covid-19 et ceux liés aux admissions en réanimation sont toujours en baisse et permettent à de nombreux pays comme la France, l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni de poursuivre leur déconfinement progressif et de s'approcher d'un retour à la vie normale. Difficile en revanche d'afficher le même optimisme de l'autre côté de l'Atlantique, notamment au Brésil qui est désormais l'épicentre de la pandémie de coronavirus avec plus de 1000 morts et un record national d'infection sur les dernières 24 heures. Au total, ce sont plus de 400 000 personnes qui sont touchées dans le pays, selon le ministère de la Santé. Le Brésil est donc le deuxième pays le plus infecté au monde, derrière les États-Unis. Dans toute l'Amérique latine, la pandémie se propage notamment dans les bidonvilles, où des millions d'habitants sont dans l'impossibilité de respecter les mesures préventives au risque de mourir de faim. De plus, l'UNICEF et l'ONG Save the Children ont alerté hier jeudi sur le risque accru d'appauvrissement des enfants. Selon les deux organisations, 16 millions d'enfants supplémentaires vont tomber dans la pauvreté d'ici fin 2020 en Amérique latine et dans les Caraïbes si les gouvernements ne font rien pour atténuer la grave crise économique causée par la pandémie de coronavirus. Les États-Unis comptabilisent près d'1 800 000 cas d'infection. Donald Trump qui annonce qu'il va animer ce vendredi une conférence de presse consacrée à la Chine. Le président américain d'annoncer que les États-Unis ne sont pas contents. Une sortie donc très attendue. En Afrique, l'Algérie très touchée par la maladie avec près de 9000 cas pour 630 décès. Le gouvernement a prolongé hier jeudi les mesures de confinement dans la presque totalité du pays jusqu'au 13 juin. Le Maroc, pour sa part, compte désormais près de 7700 cas confirmés et 202 décès. En dehors de la crise sociale, il va désormais falloir affronter une crise économique d'envergure. Le
constructeur automobile Renault a annoncé la suppression de 15 000 emplois. La presse du jour, lue et commentée par Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Évolution de la pandémie au Sénégal, le délire s'empare des Dakarois. L'exemple le plus significatif à ce niveau, les difficultés des pompiers à inhumer des morts du Covid-19 dans certains cimetières de Dakar. État de stress total, signale le quotidien. Le journal L'Observateur retrace le parcours de Moustapha Gueye et pour cause. Son histoire, on la compte désormais dans les rues de Diamaguène Sicap Mbao, où plus que sa mort, c'est son enterrement mouvementé qui a affecté sa famille et ses amis encore sous le choc. Invité à éclairer les lecteurs sur ses attitudes, des spécialistes s'expliquent. Pour le psychologue Serigne Mor Mbaye, l'offre médicale bouleverse le statut social, l'environnement et contribue à la stigmatisation. Le socio-anthropologue professeur Ibrahima Niang affirme que ceci n'est que la partie visible d'un phénomène plus profond. Ce sont justement des phénomènes de peur, de panique, de stigmatisation et de manque de confiance par rapport au système et aux réponses en général. Si vous faites fi de cela, les sapeurs-pompiers, eux, en tout cas, appellent les populations à une attitude respectueuse pour le repos de l'âme des défunts. Le gouverneur de Dakar soutient pour sa part que les morts du Covid ne représentent aucun danger pour la communauté. Dr Ali Zouali Diouf, le directeur de cabinet du ministère de la Santé et de l'Action sociale, dans le même journal, invite les populations à un comportement cohérent. On ne peut pas, dit-il, demander le rapatriement des corps et refuser l'inhumation de ceux qui sont décédés chez nous. En tous les cas, c'est le virus d'outre-tombe, soupir inquiète. Le journal LAS informe dans sa livraison du jour que ceux qui ont vandalisé les ambulances pour s'opposer à l'inhumation de personnes mortes du Covid-19 ont été arrêtés. 4 d'entre eux. Covid-19 toujours et le drame des Sénégalais qui ne supportent pas le masque. Dossier du journal Observateur qui signale que Dakar suffoque. Beaucoup n'en peuvent plus, surtout ceux qui ont une maladie respiratoire. Un pneumologue avertit, les manipulations intempestives du masque constituent selon lui un danger réel sur le plan infectieux. C'est autre reportage du journal LAS sur le respect des gestes barrières qui aboutit à la même conclusion. Les populations sont prises de relâchement. Pendant ce temps, la courbe ascendante des morts monte à 41, informe Vox Populi. 2 hommes de 75 et 65 ans décédés hier à l'hôpital Fan et à l'hôpital Ndamatou de Touba. Les transporteurs, eux, commencent à se fatiguer. Ils veulent reprendre au plus vite leurs activités, signale le journal Le Quotidien. Macky, interpellé de toutes parts, bûcheron le journal Sud Quotidien. Le journal Tribune note que ce n'est pas peut-être demain la veille. On va vers une prorogation du couvre-feu. Cette grogne face aux lenteurs dans la distribution de l'aide alimentaire, désespoir et colère de populations désabusées. Le journal Vox Populi nous dit que de Dakar à Rufisque en passant par Thiès, Kaolack et Linguère, entre autres, beaucoup n'ont pas encore vu la couleur du riz du président Macky Sall. Un citoyen s'insurge. Le riz, dit-il, l'huile, le sucre, le savon et les pâtes du président que Mansour Faye devait nous remettre semblent avoir disparu dans la nature. Dans le journal Source, l'appurement de la dette due aux hôpitaux par l'Agence nationale de la CMU, là aussi Mansour Faye toujours sur la sellette. À l'origine de la colère des hôpitaux, en lieu et place des 35 milliards de francs CFA promis, ce sont finalement 15 milliards qui sont prévus pour l'appurement de la dette dans le cadre du fonds Force Covid-19, constate toujours Source. Dans l'Observateur, le scandale sexuel à Dakar, 11 personnes arrêtées dans l'affaire des vidéos porno, 9 mineurs dont 4 filles interpellées, arrestation de 2 gérants des appartements des Maristes et de Sacré-Cœur. Le journal Libération qui s'intéresse à ce sujet note que 12 personnes dont 6 mineurs sont en garde à vue et 4 grands coacher les mineurs. Dans le journal Les Échos, la plainte du syndicat des cadres de Sénélec auprès des corps de contrôle. L'OFNAC et la RMP fouillent le contrat de Maktar Cissé. La RMP dit le journal Les Échos a désigné Madame Tal, magistrat, pour conduire l'instruction. L'OFNAC a confié le job à ses services compétents. Un désaveu terrible pour un ministre en fonction, relève encore le journal Les Échos. Sport pour boucler à la une du journal Stade Quotidien. Chamboulement
fond du calendrier mondial, la CAN est-elle possible en 2021? S'interroge en une le journal. La parole à Roger Mila qui dit que c'est trop tôt de répondre à pareille question. Dans le journal Record, Mercato Liverpool passe à l'attaque. Coup de fil de Jürgen Klopp à Koulibaly. Il veut s'attribuer les services du colosse sénégalais. Bonne nuit à tous. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Nous en arrivons à point de vue autour de cette interrogation. Faut-il aller vers une levée partielle ou totale de l'état d'urgence et du couvre-feu au regard de l'évolution de la pandémie du coronavirus au Sénégal? Débat donc avec nos deux experts. Moussa Bokartiam, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le maire de Ourossogui. L'autre intervenant, Seydi Gassama. Monsieur Gassama, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le directeur exécutif d'Amnesty International section Sénégal. Alors, la première question à vous d'abord, Seydi Gassama. Faut-il aller vers une levée partielle ou totale de l'état d'urgence et du couvre-feu au Sénégal? Écoutez, moi je pense qu'il faut aller vers l'allègement de l'état d'urgence. Il y a beaucoup de mesures qui sont contenues dans l'état d'urgence qui aujourd'hui n'ont vraiment plus de raison d'être. En tout cas, au vu du contexte de la maladie. Alléger en quoi faisant par exemple? Oui, je pense, si vous prenez par exemple la situation du couvre-feu, parce que c'est vraiment le plus problématique. Aujourd'hui, pratiquement, on a levé les mesures d'interdiction des marchés, d'ouverture des marchés, on a levé les mesures d'accès aux lieux de culte, les écoles vont bientôt rouvrir. Les principaux mouvements de population, les transports interurbains, les transports au sein des départements, tous ces mouvements se font essentiellement pendant la journée. Il y a très peu de mouvements pendant la nuit. Alors, donc vous pensez d'emblée que le couvre-feu n'a plus sa raison d'être. Il faut tout simplement le lever. Il n'a plus de raison d'être. Vous savez, dans la sous-région, beaucoup de pays n'ont jamais décrété le couvre-feu. Certains parmi les États qui ont décrété le couvre-feu, la Côte d'Ivoire, le Mali, l'ont levé. Parce que simplement, vous savez, les principaux mouvements de population, les principaux rassemblements ayant lieu pendant la journée, on ne peut pas autoriser ces rassemblements pendant la journée et dire aux gens, pendant la nuit, ne bougez pas. Alors même que la nuit, les mouvements sont très réduits. Donc, il faut lever le couvre-feu. Il faut utiliser les ressources qui sont dépensées à mettre en œuvre ce couvre-feu-là pour, évidemment, équiper les populations de masques. Vous allez dans le monde rural, les gens n'ont pas de masques. Il faut beaucoup de choses, ils distribuent des masques, mais aujourd'hui, plus de la moitié de la population au Sénégal ne porte pas de masque. Parce que simplement, les gens n'ont pas de masque. Donc, il faut utiliser les ressources qui sont utilisées pour mettre en œuvre le couvre-feu, les indemnités à la police, à la gendarmerie, les carburants, utiliser ces ressources-là pour, évidemment, doter les Sénégalais de couvre-feu, faire la sensibilisation communautaire autour, justement, des gestes barrières. On a réussi au Sénégal une bonne sensibilisation contre le choléra. Le choléra est plus mortel, n'est-ce pas, que Covid-19. Pourtant, nos communautés, aujourd'hui, vraiment... il faut lever le couvre-feu, mettre l'accent sur la sensibilisation. Je vous comprends. La sensibilisation, mais je précise, on ne dit pas qu'il faut lever le couvre-feu et autoriser les sabbats, les tanbers, les soirées dansantes. Non. Les rassemblements, les cérémonies, certaines cérémonies familiales doivent être interdits. D'accord, je reviens à vous tout à l'heure. Je reviens à vous tout à l'heure, Seydi Gassama. Seydi Gassama, je reviens à vous tout à l'heure. Alors, Moussa Bokartiam, vous partagez l'avis de Seydi Gassama. Il faut-il lever, oui ou non, le couvre-feu, l'état d'urgence? Oui, bon, tout d'abord, je souhaite un bon rétablissement à toutes les personnes aujourd'hui qui sont victimes du Covid-19. Et donc, et puis je souhaite vraiment un bon rétablissement. Et je salue le professeur Seydi Gassama et que je suis quasiment d'accord avec lui sur le principe de devoir maintenant alléger les mesures. Le couvre-feu, effectivement, comme il le dit, effectivement, n'a pas lieu d'être, parce que maintenant, depuis 2 mois, nous sommes sous couvre-feu, et qu'aujourd'hui, c'est vrai que la majeure partie des activités se font la journée, donc il est quasiment inutile de maintenir ce couvre-feu, ce qui maintient sur les gens dans une tension quasiment inutile. Donc, je pense que l'État devrait aller dans ce sens. Mais moi, je pense aussi également à une deuxième mesure, c'est-à-dire que le transport interurbain, interrégional. Parce qu'aujourd'hui, ça crée quand même une crise. Nous qui sommes dans la région de Matam, par exemple, aujourd'hui, nous avons réussi... Autoriser les déplacements entre régions. Mais bien sûr, il faut que en tout cas, mettre en place un dispositif d'autorisation que les gens puissent se déplacer.
Est-ce que ce sera facile? Est-ce que ce sera facile? Parce que lorsqu'on a interdit le transport interurbain, on a vu ce qui s'est passé. Des gens qui violaient cette interdiction pour faire voyager des personnes. L'État n'a qu'à encadrer cela et permettre les gens de se déplacer, par exemple, même à limiter, par exemple, le nombre de voyages d'un chauffeur ou d'un transporteur. Vous savez qu'aussi, il y a une question économique derrière. Il y a un drame économique derrière. Moi, on a vu des transporteurs aujourd'hui ou des apprentis qui mendient dans les régions, qui traînent, qui sont bloqués dans beaucoup de localités. Donc ça, c'est un drame sur lequel l'État doit prendre compte. Aujourd'hui, il y a dans les gares routières, c'est la crise. Il n'y a plus de restaurants, il n'y a plus d'activités. C'est des centaines, des milliers de personnes qui aujourd'hui souffrent. Les transporteurs aujourd'hui. Est-ce qu'il ne faudrait pas lever de façon sectorielle, c'est-à-dire viser les secteurs les plus touchés, les moins touchés, et en fonction de ça prendre une décision? Mais je pense que l'État doit mettre en place un dispositif pour le transport interrégional, que ça soit même encadré, mais qu'on mette un système d'autorisation et que les gens puissent circuler, mais sous autorisation. C'est une mesure qui permet de limiter les voyages inutiles, les déplacements inutiles. Là également, est-ce que vous pensez que ce sera facile? Parce que lorsqu'on a agité cette idée d'autorisation pour permettre aux populations de se déplacer, on a vu ce qui s'est passé, ça allait dans tous les sens. Des gens qui parvenaient donc à avoir des autorisations sans pour autant passer par la voie légale. Est-ce que ce sera facile à encadrer tout cela? Même si c'est difficile, mais en tout cas, il faut permettre aux gens de se déplacer. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont bloquées dans les régions depuis presque 2 mois. C'est un drame. Il y a des drames qui sont actuellement de se passer dans les régions. Maintenant, l'État doit pouvoir mettre en place un dispositif d'autorisation, c'est-à-dire que pour empêcher les voyages inutiles, les déplacements inutiles. Mais par contre, les déplacements pour des professionnels, des déplacements pour des transporteurs qui doivent quand même gagner leur pain, qu'ils puissent le faire, ça peut passer des mesures d'allègement. Dès lors qu'on a autorisé les mosquées, dès lors qu'on a autorisé les marchés, dès lors que il y a des lieux comme des regroupements. Oui, sauf que là aussi, les transporteurs ne font pas le distinguo entre celui qui voyage utile et celui qui ne voyage pas utile. Ce qui les intéresse, c'est l'argent. Mais dès lors qu'il y a un système d'autorisation, ça limitera naturellement les déplacements inutiles. D'accord. Vous avez un besoin utile, vous le faites. Maintenant, ça c'est la première des choses. Et puis deuxièmement, ces mesures d'allègement doivent nécessairement, je dis bien nécessairement, être accompagnées de mesures draconiennes de respect des règles de distanciation sociale et de respect du port du masque qui doit être obligatoire. L'État a les moyens d'imposer cette mesure. Oui, le port de masque, d'accord, mais la distanciation physique, je ne pense pas que ce soit possible dans nos véhicules de transport en commun. D'abord sur le port du masque. Ça devrait être maintenant naturel et obligatoire pour tout le monde, tous les Sénégalais. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même une démocratisation du masque. Aujourd'hui, avec 200 francs, c'est accessible, c'est devenu accessible. C'est accessible. Qu'on ne dise pas que dans telle région, telle localité, les gens n'ont pas de quoi un masque. Non, tout le monde, tous les Sénégalais ont les moyens de mettre un masque. D'accord. Je reviens à vous tout à l'heure, Moussa Bocar Thiam. Alors, Seydi Gassama, vous disiez tout à l'heure qu'il faut alléger, lever l'état d'urgence, le couvre-feu. Mais est-ce que c'est pertinent dans un pays où on constate que les gens commencent déjà à jeter le masque? Oui, justement, comme l'a dit tout à l'heure Maître Moussa Bocar Thiam, je crois que le port du masque doit être obligatoire dès l'instant qu'on quitte son domicile. Ça, c'est vraiment la police a les moyens de vraiment d'imposer cette mesure-là. Dans les rues, toute personne qui se promène sans un masque doit être arrêtée et doit faire l'objet de paiement d'une amende. Ça, il faut vraiment mettre l'accent là-dessus. Si les mesures barrières, mais comme je l'ai dit, interdire le couvre-feu pendant plusieurs mois, interdire le déplacement interurbain pendant plusieurs mois, c'est totalement irréaliste parce que les gens vont trouver les moyens de le contourner. Moi, je pense qu'il y a des foyers de l'épidémie encore au Sénégal. Il faut limiter les déplacements au sein de ces foyers. C'est le triangle Dakar, Thiès, je crois, Bourg, et puis peut-être la région de Diourbel. Dans le reste du pays, entre Tamba et Kédougou, entre Kaolack et Kaffrine, mais il faut laisser les gens se déplacer et faire des affaires. On ne peut pas bloquer l'économie d'un pays, n'est-ce pas, à cause d'une épidémie. Même s'il y a même du temps de la peste, on n'avait pas quand même bloqué les économies comme ça pendant plusieurs mois. Partout les gens déconfinent, il faut déconfiner. Je reviens pour le couvre-feu. Il faut non seulement le lever,
comme j'ai dit, en limitant les regroupements nocturnes, les sabbats, les soirées dansantes, etc. Oui, mais il faut rouvrir les restaurants, il faut rouvrir les restaurants, il faut rouvrir les hôtels. Quand on lève le couvre-feu, l'état d'urgence, il y aura certainement des gens qui vont organiser des cérémonies nocturnes en cachette. Ah oui, mais on peut maintenir l'interdiction des regroupements depuis le 10 ou depuis le 20 personnes. On peut le maintenir et vraiment donner instruction à la police de mettre en œuvre cette interdiction-là. Comme j'ai dit, il faut lever le couvre-feu, il faut autoriser les restaurants à fonctionner. On a parlé du cas des Maroc tout à l'heure dans votre journal. Il faut que les restaurants puissent vendre du fast-food, faire des plats à emporter. Il faut que les hôtels commencent à marcher. Parce qu'on ne peut pas étrangler ce secteur. Les petits restauratrices qui sont dans les quartiers, elles ne vivent plus. Tout est bloqué. Et ces personnes-là n'ont reçu aucune aide de l'État. L'État parle d'aide pour les hôtels, les hôteliers, mais les restauratrices qui sont dans les quartiers, qui vivent de cela, qui font manger des milliers de personnes dans les quartiers populaires, elles ne peuvent plus travailler. Donc il faut aller vers le de ce couvre-feu-là et maintenir l'interdiction des rassemblements nocturnes. Que ce soit des rassemblements, ça peut être 10 personnes ou de 20 personnes ou plus, ça on peut le maintenir parce que c'est nécessaire de continuer à appliquer les mesures barrières. D'accord, merci beaucoup. Merci Seydi Gassama, directeur exécutif d'Amnesty International. Rendez-vous tout à l'heure à 13h avec Mamadou Mohamed Ndiaye. Moussa Bokar Thiam, je termine avec vous, avec la même question d'ailleurs. Est-ce pertinent aujourd'hui de lever le couvre-feu tout en sachant qu'au Sénégal, plusieurs personnes ont décidé, ont pris sur elles en tout cas la décision de ne plus porter de masque? Oui, effectivement, c'est la mesure que l'État doit prendre, c'est de lever purement simplement ce couvre-feu. Et même pas l'effet de l'alléger vers minuit ou 1h du matin. Non, que l'État lève complètement ce couvre-feu. Maintenant, en parallèle, qu'on ait des mesures draconiennes. Soit mettre un masque à la sortie de chez soi. Également, même les restaurants dont M. Seydi, effectivement, parle de réouverture, c'est une nécessité. Mais aussi que ce soit encadré, que ce soit réglementé, que ce soit organisé. On peut plus, il y a un avant-Covid, après Covid. On ne peut plus avoir des gargotes comme ça, avec des règles d'hygiène vraiment déplorables. Dans ce pays, ce n'est plus possible. Nous sommes obligés de changer de comportement. Les Sénégalais doivent changer. Nous devons changer nos manières de consommer. Nous devons changer nos manières d'acheter du pain, manière d'acheter à manger dans les rues. Vous avez les tanganas, les débiteries. Donc, il y a toutes ces activités-là devront changer la manière de faire et rendre les choses beaucoup plus propres, beaucoup plus hygiéniques. Ça, c'est la réalité. Avant Covid et après Covid. Parce qu'aujourd'hui, tous les Sénégalais doivent avoir une conscience collective pour qu'on ne peut plus manger comme avant, on ne peut plus travailler comme avant, on peut plus, même dans le restaurant, on ne peut plus fonctionner comme avant. On est obligé désormais de prendre en compte l'hygiène. L'hygiène, on doit être rigoureux dans l'hygiène. Et donc, je pense qu'effectivement, la levée du couvre-feu est un impératif. Parce qu'économiquement, je pense que le Sénégal ne peut plus tenir. Les Sénégalais ne tiennent plus. Les Sénégalais, c'est une réalité. Les Sénégalais ne tiennent plus. Merci. Merci beaucoup. Merci Moussa Bokar Thiam, maire de Ourossogui. Merci également à Seydi Gassama, le directeur exécutif d'Amnesty International, section Sénégal. Rendez-vous tout à l'heure dans le journal de 13h avec Mamadou Mohamed Ndiaye. Midi 49 minutes, c'est la fin de ce journal présenté par Barthélémy Ngom, mise en onde de Aliouba. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous. L'info revient donc à 13h avec